18h10, c'est du direct sur BFM TV, 17 et 24 novembre, 1er, 8, 15 et demain, 22 décembre, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Malgré les annonces et les reculades du gouvernement, le vote des mesures au Parlement, leurs coûts et leurs conséquences. Bonsoir Pierre Ferman. Pour planter le décor, un mot d'abord de toutes les mesures annoncées, notamment celles qui ont ou devraient avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Alors on va commencer par ce qui est prévu pour redonner effectivement du pouvoir d'achat. Vous avez, la prime d'activité pour les bas salaires. Désormais, 5 millions de Français vont pouvoir la toucher avec un montant augmenté de 100 €. Vous avez la prime exceptionnelle avec zéro cotisation sociale, zéro impôt à payer, montant maximal 1 000 €. Vous avez les heures supplémentaires défiscalisées avec zéro cotisation et zéro impôt sur le revenu. De quoi gagner jusqu'à 1 680 € de plus par an. La hausse de la CSG sur les retraites qui est annulée pour ceux qui gagnent moins de 2 000 € de pension par mois. Les frais d'incidents bancaires qui sont plafonnés pour les Français qui gagnent le moins bien leur vie. Les banques ne pourront pas facturer plus de 25 € par mois. Donc ça, c'est le pouvoir d'achat. Et ensuite? Alors ensuite, vous avez tout ce qui est fait pour faire en sorte que la transition écologique soit, on va dire, un peu plus juste. Alors vous avez l'aide à l'achat de voitures plus propres, la prime à la reconversion qui est doublée pour les Français les plus modestes. Vous avez les tarifs du gaz et de l'électricité qui sont gelés jusqu'au printemps. Vous avez le chèque énergie qui va être versé à 2 millions de ménages en plus. Et puis son montant, il va être augmenté de 50 €. Et puis les travaux d'isolation avec le retour du crédit d'impôt pour les fenêtres double vitrage avec un maximum de 100 € par fenêtre. Vous avez évoqué l'aide à l'achat de voitures. Il y a aussi eu des mesures pour les automobilistes. Le carburant, d'ailleurs, c'est l'origine de la grogne des Gilets jaunes. Tout à fait. Alors vous avez donc la mesure qui est la plus coûteuse en fait, c'est l'annulation de la hausse de la taxation du carburant qui était prévue pour 2019. Mais vous avez aussi les primes mobilité que pourront verser employeurs et collectivités territoriales. C'est un coup de pouce sur le plein sur lequel il n'y aura pas d'impôt à payer. Vous avez le nouveau contrôle technique qui n'entrera pas en vigueur au 1er janvier. Il était très critiqué. Eh bien, il est reporté. Et puis les indemnités kilométriques pour ceux qui les déclarent sur leur impôt sur le revenu. Eh bien, le barème a été revu à la hausse. Ce sera plus 10%. Pierre, c'est ma dernière question, c'est la question qui fâche. Combien ça va coûter tout ça? C'est très compliqué de faire une estimation précise. Pourquoi? Parce que par exemple, on ne sait pas combien de salariés vont se mettre à faire des heures supplémentaires, qui n'en faisaient pas avant. Il y a plein d'aléas. Donc on sait que ce sera plus que 10 milliards d'euros. Est-ce que ce sera 11? Est-ce que ce sera 12 milliards d'euros? Sachant que 10 milliards d'euros, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 270 € par foyer fiscal, 28% de ce que rapporte l'impôt sur les sociétés et 0,4% de la dette de la France. Voilà pour la mise en perspective. Merci Pierre. Pour aller un peu plus loin sur ce plateau, Vivian Lamy, vous êtes gilet jaune de Paris. Bonsoir, merci d'être là. Bruno Fuchs, député apparenté Modem du Haut-Rhin. Franck Alizio, vice-président du groupe RN à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ne dit plus PACA désormais. On dit toujours Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Anne Rosencher, Arnaud Muselier. Directrice déléguée de la rédaction de l'Express, et Guillaume Durand, journaliste politique à Radio Classique. Bonsoir à tous et merci d'être là. Vivian, vous allez aller manifester demain ou pas? Possible. Je ne sais pas si je décale mon trajet pour aller en famille à Noël demain ou... Ça dépend des fêtes de Noël en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc je vais voir par rapport à la mobilisation qui sera faite à Paris demain. Donc il est possible que j'y aille demain après-midi et que je prenne le train pour demain soir pour les fêtes. Vous avez manifesté lors des samedis précédents. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous êtes satisfait des mesures annoncées jusqu'à présent, les mesures qu'on vient de détailler sur BFM TV par le gouvernement? Elles ont augmenté aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Après, il y a encore des mesures, on ne sait pas comment elles vont être mises en place. Le chiffrage, personne ne le sait aussi. Donc après, c'est pareil. Là, on attend peut-être à ce qu'entre Noël et Nouvel An, différentes choses soient peut-être remises en question. On verra. Vous avez toujours peur de vous faire balader par le gouvernement? Ça, c'est commun chez les politiques depuis des dizaines d'années, de dire avant, dès qu'il y a une grogne, prendre des mesures, et après la grogne, dire on a fait ce qu'il fallait. Après, ça va passer aux parlementaires et on verra ce que ça va donner par la suite. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est voté, ça a été voté, oui. C'était voté cette nuit, donc c'est inscrit dans le budget. Ça passe encore au Sénat. Non, c'est passé, ça passe actuellement au Sénat. Ça passe actuellement au Sénat. Voter dans il y a le encore les sénateurs qui doivent encore passer. Non, ils sont engagés à ne pas modifier le texte qui est sorti hier. Sur toutes les mesures.
sur toutes les mesures. Donc ce soir, on aura un texte qui va être voté. Donc on verra quand tout sera voté. Voilà. C'est dans le budget, il n'y a pas de... Après, c'est pareil, il manque aussi peut-être certainement aussi pour les travailleurs pauvres qui ne sont pas dedans. Là, ces personnes au SMIC, sur une base de 35 heures, il y a des contrats mi-temps qui ne sont pas forcément dedans, ça ne changera pas pour eux. Il y a aussi quand même 8 millions de pauvres en France, donc qui ne seront pas non plus dedans. Après, on ne peut pas résoudre la question de la pauvreté en France en 6 semaines, malheureusement, évidemment. Mais comme les travailleurs handicapés, il y a certainement des mesures aussi à faire. Non, il y a encore beaucoup d'avancées. Pour vous, c'est un bon premier pas. C'est un premier pas. Un premier pas ou pas pour vous? Sur la prime d'adulte handicapé, qui a été augmentée de 2 fois, de 30 puis 35 euros, à nouveau 35 et 35 encore en 2020, on voit qu'on fait un effort important. Mais c'est pas parce que quelqu'un passe de moins de 800 à 900 euros en 2020 c'est mieux. C'est pas ça qui va changer complètement sa vie. Tout le monde le sait. Donc les questions principales, c'est les questions de long terme, c'est les questions de la formation. Il faut que les chômeurs, on va former 2 millions de chômeurs, puissent trouver un emploi qualifié. C'est ça qui fait que leur pouvoir d'achat va augmenter. Donner de la prime d'activité, c'est augmenter le pouvoir d'achat, mais c'est pas ça qui transforme la vie des gens. Tout le monde est conscient. C'est changer de travail, c'est augmenter de qualification et permettre à des chômeurs de trouver un travail. Donc il y a un problème de fond. Il y a des questions de fond qu'il faut traiter. Il y a des questions d'urgence qu'on a fait là. Et des questions de fond qu'on a déjà abordées depuis 1 an et demi. 2 choses depuis quelques heures désormais, que ce soit sur les plateaux télé ou sur les ronds-points. Déjà, on se parle. C'est la première chose. C'est déjà bien. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle d'avenir. Qu'est-ce qui a fait cette évolution, selon vous, Guillaume Durand? D'abord, les semaines passent. Deuxièmement, les fêtes arrivent. Troisièmement, le paquet quand même qui a été donné par le gouvernement est un paquet important. Après, il y a cette idée qui est quand même rampante avec des horizons politiques différents. C'est-à-dire des gens de gauche, de droite, voire d'extrême droite, qu'il faut en finir avec la monarchie et la Ve République. C'est là qu'on aboutit au fameux RIC. Alors évidemment, pour les gens dans mon genre qui ont vécu uniquement sous la monarchie de la Ve République, il faut sortir sa carte de journaliste et revenir aux citoyens qu'on est. Ça nous paraît toujours un peu plus compliqué d'envisager par exemple un RIC, puisque c'est ce référendum d'initiative citoyenne, là je ne parle pas justement des mesures techniques, qui aurait la possibilité d'abroger des lois en fonction d'un périmètre de demande dont on ne sait pas très bien qui. Ça c'est quelque chose qui me paraît, qui me pose un vrai problème, parce que c'est approuvé par une majorité de Français dans les sondages, tous les derniers sondages, et on ne voit pas très bien comment ça peut fonctionner dans le cadre constitutionnel tel qu'il existe. Point numéro 1. On peut peut-être le changer. Mais enfin, ça veut dire qu'on change de République. Point numéro 2, j'ai l'impression que pour Emmanuel Macron, si vous voulez, quelque chose de particulier est arrivé. Visiblement, il est en train de reprendre la main. Mais au départ, c'était quand même un libéral. Il est devenu un keynésien. Il était, sur le plan européen, un orthodoxe complet. Et maintenant, le déficit a passé la barre des 3%. Donc, on est hors des critères de Maastricht. Donc, voilà donc un quinquennat. On le saura en tout cas l'année prochaine. Voilà donc un quinquennat qui est en train de changer de nature avec la même équipe et dont on ne sait pas à l'intérieur de l'équipe si finalement les deux qui la dirigent sont tout à fait d'accord. On le saura l'année prochaine, je précise, si la croissance prévue est ce qu'elle devrait être. Si la croissance est supérieure à ce qu'elle devrait être, les 0,2-0,3% perdus avec les annonces faites ces derniers jours pourraient être rattrapés. Vous avez raison d'être au conditionnel, c'est pour ça qu'il faut que nous arrêtions nous-mêmes sur les plateaux de jouer les devins, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, et que personne ne maîtrise, y compris à mon avis ni les économistes, ni ceux qui dirigent le pays. J'ai un dernier moyen, je pense que là, vous savez, on a beaucoup parlé de la terreur, des grandes périodes révolutionnaires, de ce peuple français éruptif. Je pense que ça a joué un rôle. C'est-à-dire que jamais, évidemment, le président de la République ne l'avouera, mais enfin, quand vous ne voyez pas les dernières semaines, mais la semaine d'avant, la violence de l'étoile, plus Macron démission, plus les barres de fer, plus quelque chose de ce domaine-là, et qu'entre-temps, il a eu des conversations avec Nicolas Sarkozy, qui lui-même était très inquiet de ce peuple régicide, on voit bien que quelque chose a changé dans la nature du pouvoir aujourd'hui. Mais à quoi cela va aboutir ? Je n'en sais rien. Pour l'anecdote, dans les médias chinois ces derniers jours, on a comparé la situation en France à celle de 1789. L'une des présentatrices d'un journal télévisé disait ces gilets jaunes, on les retrouvera dans quelques années au musée. Voilà, donc ça c'est une anecdote. Les annonces du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne chose, mauvaise chose? Au Rassemblement national, on pense qu'Emmanuel Macron a entendu les Français et les gilets jaunes ou pas? Ces mesures, on les a votées évidemment parce que
Toujours pareil, le vieux principe, il vaut mieux un petit peu que rien. Mais je pense que c'est comme dans les contrats d'assurance, c'est-à-dire qu'il faut lire ce qui est écrit en tout petit. Sur tous les points de ce paquet, il y a des grosses ambiguïtés, voire des fausses annonces. La hausse du SMIC, c'est une prime d'activité qui ne va pas toucher toutes les personnes qui sont au SMIC, par définition, parce qu'il faut en faire la demande. Donc, mécaniquement, ça va réduire le nombre. C'est pas un hasard, c'est pas une augmentation du SMIC, mais juste une prime d'activité. La défiscalisation des heures supplémentaires, il y a un doute. Ce matin, j'ai lu ça ici ou là, sur le fait que la CSG et le CRDS, ça sera également défiscalisé de la CSG et du CRDS. Là-dessus, il y a une ambiguïté par rapport à ce qu'a dit la ministre Mme Pénicaud. Également sur la CSG sur les retraités. On dit c'est à partir de 2000 €, tous les retraités gagnent. C'est faux, puisque sur les couples, c'est 2850 €. Donc ça veut dire en réalité au-dessus de 1500 €. Est-ce qu'on part du principe qu'en France, au-dessus de 1500 €, on est riche? On a déposé, le Rassemblement national a déposé un amendement pour que l'annulation de l'augmentation de la CSG se fasse sur tous les retraités. Ce serait plus simple plutôt que de mentir à chaque fois par petits bouts. C'est rogné, tout est rogné. Avant de parler de mensonges, on va parler des précisions et des principaux points que vous évoquez. La réponse de Bonnefoux. Oui, je pense qu'on peut toujours vouloir plus. Qu'à un moment, dans la surenchère, on peut toujours vouloir plus. Ce que j'observe, c'est que dans le programme de Marine Le Pen, il y avait une prime de pouvoir d'achat de 80 €. Là, on fait 100 € et il y avait la défiscalisation des heures supplémentaires. On l'a fait. On expliquait comment Normalement, vous auriez dû voter, pas les yeux fermés, mais sans contester. Oui. On l'a voté. Donc voilà, on a pris un certain nombre de mesures. Je pense que depuis 40 ans, il n'y a pas eu de mesures aussi fortes en termes de pouvoir d'achat. Et que maintenant, il faut traiter les sujets de moyen et de long terme. La question de la représentation citoyenne, l'expression démocratique. Je pense que ce point est absolument crucial, car on ne peut pas, dans un pays qui élit des représentants tous les 5 ans, se contenter de ça, alors que les citoyens peuvent exprimer leur avis tous les jours, 5, 10, 100 fois sur les réseaux sociaux. Il faut donc un système dans lequel chacun puisse s'exprimer au quotidien ou régulièrement sur des grands sujets de société. C'est indispensable. S'il y avait eu ce système de consultation, je pense que les Gilets jaunes n'auraient pas été obligés d'utiliser la grève, la colère, la menace et la violence. Donc il faut des systèmes. Maintenant, il faut que ce système conforte les institutions. Parce que dans les Gilets jaunes, on voit bien, il y a des complotistes, il y a des révisionnistes, il y a des révolutionnaires. Il y a même des généraux putschistes qui sont apparus. Voilà. Donc, nous sommes à la retraite, mais nous voudrions bien revenir. Pour moi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui certains ne s'arrêtent pas, c'est que rien ne les rassemble. La seule chose qui les rassemble, c'est de contester. Et s'ils se mettaient ensemble, il n'y aurait aucune plateforme commune. Donc, finalement, leur seule façon de continuer pour une partie quand même de plus en plus faible. Je pense que demain, on n'aura pas plus que 30, 40 000 personnes. Bon, sur 68 millions de personnes, 67 millions, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc maintenant, moi, je pense que celles qui veulent manifester, qu'elles soient vigies du mouvement. C'est-à-dire, je reste, moi, sur l'espace public pour dire que tant qu'on n'a pas les garanties que ce qu'on a voté rentre sur les comptes bancaires, on reste là. Mais on le fait sans bloquer les routes, on le fait dans le respect de l'ordre public et surtout dans le respect de la sécurité. Est-ce que ça servirait véritablement à quelque chose? Vous savez comme moi que... Et c'est terrible de dire ça, mais si les violences n'avaient pas été aussi extrêmes à Paris... Oui. Est-ce que le gouvernement aurait agi aussi fortement, aussi rapidement? La réponse est non. Je ne le crois pas. Je pense que la réponse est oui. La réponse est oui, parce que la vérité des questions posées par les Gilets jaunes sur la justice sociale et sur l'expression citoyenne, c'est une réalité, c'est une vérité. Il faut résoudre ces questions-là. On le sait depuis longtemps. Nous, au Modem, on l'a annoncé. 6 semaines alors. On l'a annoncé depuis le début du quinquennat que la vraie question de nos sociétés, où on gagne de plus en plus. C'est pas lié à la France uniquement. On gagne de plus en plus d'argent. C'est la question de la répartition des richesses. C'est là que se fera le ciment social ou la révolution, comme on le souhaite. On va écouter Anne Rosencher qui a vraiment envie de s'exprimer, je le vois, et puis après Guillaume Durand qui voulait aussi réagir. Non, mais juste pour finir sur cette question, je pense que, hélas, les violences ont joué un rôle dans le... Et d'ailleurs, elles ont été reliées, puisque c'est à la suite d'un week-end de violence qu'on a l'impression que tout cela s'est emmanché dans la semaine. Emmanuel Macron était en Argentine, il est allé constater lui-même les dégâts autour de l'Arc de Triomphe. On se souvient de ces images. Et une semaine plus tard, il y avait... Et donc, je dis hélas, parce qu'en vérité, il aurait fallu que ça arrive avant pour ne pas avoir l'air de dire qu'on n'arrive à rien sans la violence. Mais juste sur cette histoire, ce que je
je pense pas que ce soit 1789 comme le disait la présentatrice chinoise. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est dans un très bon reportage diffusé demain sur BFM TV. Voilà, je fais ma pub en même temps. Hein, voilà. C'est un épisode qui va être marquant dans l'histoire contemporaine. Et il est un petit peu, là je rejoins ce que disait Guillaume Durand tout à l'heure, il faut pas être trop impatient, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, ce qu'a exprimé le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement hétérogène et extrêmement profond, venait de très loin et mélangeait des choses comme le pouvoir d'achat, auxquelles peut-être les annonces répondent en partie, mais d'autres choses qui ne peuvent pas être résolues du jour au lendemain et dont on verra bien dans les prochaines semaines ou prochains mois si le président de la République a pris la mesure. Mais de l'autre côté aussi, parce qu'on entend beaucoup là en ce moment dire mais comment ça se fait, ils ont ce qu'ils veulent, on voudrait quand même pas en plus qu'on leur distribue des croissants sur les ronds-points. Enfin limite, hein, on entend ça. Il faut aussi accepter que la colère ne retombe pas comme ça. Il y a quelque chose qui est sorti, qui était silencieux depuis des décennies et qui désormais met un petit peu le pouvoir sous vigilance. Alors je ne dis pas que ça explique et que ça excuse les débordements et les troubles à l'ordre public, ça c'est autre chose. Mais le fait qu'il y ait encore des gilets jaunes, des gens qui veulent exprimer une colère et qui veulent mettre le gouvernement sous la surveillance de ce qu'a dit Emmanuel Macron lui-même quand il a dit nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Aujourd'hui, vous pouvez quand même entendre certains macronistes, excusez-moi, peut-être pas vous, mais qui vous dit non mais c'est bon là, on a donné ce qu'il fallait, on passe à autre chose. Ça, je pense que là, on est dans quelque chose de plus long terme et que c'est ça qui va être mesuré dans les prochains mois. Ce serait une erreur de penser ça, parce que les questions posées sont profondes et structurantes de la façon dont on conçoit la société française à venir. Donc on ne peut pas dire ça ou penser ça. Mais je réagis à ce que dit tout le monde, et notamment ce que disait à mon voisin de gauche. Il y a un problème constitutionnel, nature du pouvoir. Il y a un autre problème qui nous est posé à nous Français et à tous ceux qui nous regardent, c'est qu'en fait, et ça rejoint votre reportage, nous sommes quand même vécus comme un paradis dans la mondialisation. Et les gens qui sont dans la rue, avec des raisons qui sont tout à fait valables, se définissent comme étant dans un enfer, qui sortent d'ici. Les études gratuites, c'est pas du tout une manière de stigmatiser les gens qui sont dans une situation qui est... Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est dans une bataille industrielle mondiale. Donc Macron, il a été élu avec cette idée, à tort ou à raison, après le passage du Front National, qu'il fallait raccrocher le train de la mondialisation en urgence, autrement on allait devenir la périphérie du monde. Bon. Et tout d'un coup, il a cet épisode, qui est un épisode qui est quand même stop. Il va falloir qu'on prenne notre temps, il va falloir qu'on regarde, etc. Donc il est évident que ce contexte, qui est la définition lui-même de la France comme un pays qui serait un pays assez faible socialement. Si vous allez en Italie, en Allemagne, partout ailleurs, les études aux États-Unis, les études en Angleterre, enfin je veux dire, on est quand même sur un registre. Et alors c'est là où je suis un peu d'accord, sans être macroniste et idolâtre. Ou apparenté modem. C'est que je vois pas très bien comment on peut changer beaucoup plus le système qu'actuellement, étant donné que c'est le système pratiquement le plus généreux du monde. C'est même ce que beaucoup d'économistes lui reprochent d'un point de vue comptabilité. On est bien en France par rapport à de très nombreux autres pays. C'est ce que vous dites en substance. Ouais. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, Vivian Lamy? Mais de toute façon, c'est une évidence. Après, est-ce qu'on doit forcément se comparer à des pays où, justement, c'est pire, où des manifestations sont réprimées par le pouvoir? Donc évidemment, on est bien en France. On va pas se plaindre de se dire qu'on peut peut-être améliorer les choses. On va pas... C'est-à-dire quoi? Dès qu'on fait une grogne, on dit ouais, mais d'un côté, si ça serait une manifestation en Russie, on serait en prison. Enfin, à un moment donné, on se dit, c'est aussi tous les avantages, justement, de ces grognes qui ont permis de bien vivre en France, d'avoir aussi ce système-là. Il faut justement défendre ce système-là. Il faut défendre ce système-là contre des personnes, contre des lobbies qui veulent justement qu'il n'y ait plus ce système. Donc, il y a un moment donné où c'est que il faut peut-être retravailler sur... Voilà, une égalité entre le peuple et les élites. Il faut aussi que les élites montrent que ce qui a été dit tout à l'heure avec la Chine par rapport à 1789, c'est la masse. Quand à un moment donné, la masse, quand l'ensemble de la population souffrira, 1789 peut encore revenir. On est bien. Et même si on est très bien en France, on est bien, mais on peut faire mieux. C'est ce que vous dites. On va continuer ce débat. On va le poursuivre dans un tout petit instant.
Je vais vous livrer un peu les coulisses de cette émission. On s'est quitté il y a une dizaine de minutes, il y a eu le journal, il y a eu la publicité. Pendant ces 10 minutes sur ce plateau, si on peut avoir un plan large, eh bien ça n'a pas arrêté de discuter, de débattre. On va le poursuivre ce débat parce qu'il est passionnant. Demain, 6e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Et pour en parler ce soir sur ce plateau, donc Vivian Lamy, qui est Gilet jaune de Paris, Bruno Fuchs, député apparenté Modem du Haut-Rhin, Franck Alizio, qui est vice-président du groupe RN à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction d'Express, et Guillaume Durand, journaliste politique à Radio Classique. Merci encore à tous les 5 d'être là et de continuer de débattre avec nous ce soir. Juste avant, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre Édouard Philippe. Il y a bien sûr les demandes sur lesquelles le gouvernement a bougé, d'autres sur lesquelles il n'a pas bougé. C'est le cas notamment pour le rétablissement de l'ISF. Écoutez ce qu'il disait aujourd'hui à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, vous avez enlevé l'ISF. En effet, vous avez peur que de grandes entreprises partent à l'étranger, mais en contrepartie, est-ce la solution de laisser des personnes en difficulté? Il nous semblait que les inconvénients qui s'attachaient à cet impôt étaient supérieurs aux avantages qui s'attachaient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'avantages. D'abord, ça permettait de lever un petit peu des recettes, à hauteur de 5 milliards au total. Et la majorité, et le président de la République et le gouvernement a transformé cet impôt en un impôt sur la fortune immobilière, qui rapporte aujourd'hui un petit peu plus d'1 milliard. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé ça? On a supprimé ça parce qu'en effet, on a considéré, avec l'expérience des 30 ou 40 dernières années, où il existait, que les inconvénients sur cet impôt étaient supérieurs aux avantages. On va voir si c'est vrai ou pas dans un instant. Pas de gilet jaune, c'est un gilet gris. Ouais. Voilà, ce soir, pour vous, Vivian Lamy, les enjeux pour demain, qu'est-ce que c'est? Les enjeux pour demain, c'est les mêmes que depuis le début. C'est les mêmes que depuis le début. C'est les manifestants qui sont présents pour montrer un ras-le-bol général. Ils ont encore, là, on vient de voir justement qu'ils parlaient de l'ISF. Il faut le rétablir, cet impôt? Après, c'est pareil, le rétablir. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi travailler sur une imposition par palier. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à un certain cap, augmenter simplement, faire une proportionnelle à l'impôt, c'est-à-dire les personnes, plus on gagne, plus on paye d'impôts. Après, évidemment, comme avant, il existe aussi des niches fiscales ou dans l'investissement. Donc, aider justement, c'est ça qui est dingue, je comprends pas encore que des personnes qui gagnent des millions en France, avec les niches fiscales qui sont données pour investir dans l'économie locale, sont encore capables de payer des avocats fiscalistes un bras pour partir sur des optimisations fiscales qui, la plupart du temps, leur coûtent encore plus cher qu'en utilisant les niches fiscales qui sont déjà établies depuis un moment sur justement investir dans les petites et moyennes entreprises qui sont en bas de chez eux. Qui peut me dire ici, tout à fait objectivement bien sûr, s'il y a plus d'avantages ou d'inconvénients à garder ou à ne pas rétablir l'ISF? Rien que la question, elle est hallucinante. C'est-à-dire que oui, il y a l'impôt, ça décourage. Waouh. Mais alors pourquoi l'impôt sur le revenu aussi, ça décourage? Pourquoi il n'a pas commencé par baisser les impôts sur les classes moyennes? Pourquoi il a ciblé juste l'impôt qui concernait les 0,1% les plus riches? Pourquoi il n'a pas commencé par les classes moyennes via le biais de la taxe d'habitation? Non, c'est pas vrai. L'impôt sur le revenu était très facile. La taxe d'habitation dans la plupart des villes. Après, c'est ce que ça rapporte aussi. C'est une question d'avantages et d'inconvénients. C'est ce que le Premier ministre disait. D'aller dépenser l'argent qu'on n'a pas, c'est l'argent du maire et c'est l'État qui le dépense. Bon, il y a un truc sur l'impôt sur le revenu. Ce matin, la députée Pérol, qui est influente à la Commission des Finances et connectée avec l'Élysée, parle d'une possibilité d'une réflexion sur la fusion CSG impôt sur le revenu. Bon, ça, il n'y a rien de pire. C'est un coup de massue violent sur les classes moyennes. Ça voudra dire que l'impôt sur le revenu va augmenter encore. Si c'est avec ça que vous allez chercher à financer les 10 milliards que vous venez de donner, c'est une folie. Et c'était dans l'idée du conseiller économique de Macron pendant la campagne, c'est-à-dire monsieur Pisani-Ferry. Donc là-dessus, il faut être très clair. Si on doit avoir un coup de massue dans 6 mois via une fusion CSG hier qui est digne de Mélenchon, voilà, c'est le deuxième effet qui se coule. Pour l'instant, c'est pas le cas. Deux phrases. Dans le programme de Marine Le Pen, c'est 90 milliards de dépenses en plus et 20 milliards de recettes en moins. Donc voilà, cherchez l'erreur. Je vous laisse à votre propre responsabilité. Donc, c'est pas beaucoup de. On peut trouver des économies. On peut vous aider à trouver des milliards économies. De dépenses en plus. On peut vous aider à trouver des économies. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est votre chiffrage. J'espère que vous n'avez pas au pouvoir avec ça. Sur votre question, la réponse est simple. Symboliquement, c'est vrai qu'il faut un impôt sur les grosses fortunes. Mais on voit très bien que le mécanisme économique est pervers parce que les gens partent. Il y a une fondation qui a calculé que depuis que François Mitterrand a imposé l'ISF, il y a 260 milliards d'euros qui ont quitté la France.
Il y a Alstom qui cherche des capitaux, c'est racheté par GE. Moi, j'ai un leader mondial dans son secteur, dans ma circonscription, c'est des Émiratis qui l'ont racheté. Il n'y avait pas de capitaux en France. Si on veut garder l'industrie française, il faut des capitaux. Il faut des capitaux en France qui puissent s'investir. Et c'est ça qui va créer de l'activité et c'est ça qui va créer du travail et donc des salaires. Il faut moins d'impôts. Ça, c'est le mécanisme. Alors qu'après, symboliquement, on veuille le faire, mais on se tire une balle dans le pied parce qu'on appauvrit la France et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis plutôt de l'avis de Monsieur Lamy qui est de dire il vaut mieux un impôt progressif, augmenter le nombre de tranches, ça c'est plutôt très malin pour que lorsqu'on gagne beaucoup, on a imposé beaucoup. Et c'est ce qui se faisait, ça s'est fait longtemps dans les pays très libéraux comme les États-Unis par exemple, où les très grandes fortunes étaient imposées à 90%. Voilà. Après on peut décider de le faire, ils ont fait mais on va appauvrir la France et c'est pas ça qu'on veut. Il vaut mieux que le gâteau soit plus grand pour qu'on puisse mieux le répartir que d'appauvrir la France. Alors, Rosetcha. Oui, je pense que la question des impôts et de la redistribution que soulevait tout à l'heure Guillaume Durand avant l'interruption est fondamentale. La question, c'est qu'en France, nous avons un modèle qui continue de fonctionner et qui continue d'ailleurs de créer de la croissance. Vous disiez tout à l'heure, il faut créer plus de croissance pour redistribuer. C'est une évidence, mais... c'est aussi un bon moyen d'absorber les déficits. Oui, mais si on continue de créer de la croissance, le problème, c'est que la croissance, pour l'instant, ces 20 dernières années, a bénéficié un peu toujours au même. Alors, la redistribution a permis de tenir quand un modèle ne fait plus société. Donc c'est vrai, l'école gratuite, la redistribution via l'assurance chômage, etc., ça permet de tenir plus qu'ailleurs. Ça, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas eu le populisme, comme on dit, au pouvoir, contrairement à l'Italie ou contrairement aux États-Unis, parce qu'il y a quelque chose qui joue un amortisseur. Mais dès que cet amortisseur se résorbe, et notamment, ça, on l'a vu pour les retraités, par exemple, étaient de ceux qui disaient, qui ont voté plutôt massivement pour Emmanuel Macron, qui ont été une barrière électorale importante au vote Front National. Ils ont été très peu nombreux dans vos électeurs. Pourquoi ? Parce que ce mécanisme de redistribution leur garantissait, même quand ils n'avaient pas forcément une très grosse rente, un avenir stable, etc. Quand vous baissez ces amortisseurs de la redistribution, vous avez de plus en plus, en effet, une autre colère qui s'exprime. Et en plus, elle ne concerne pas que le pouvoir d'achat, on l'a dit tout à l'heure. Et pour juste finir sur le RIC qu'avait évoqué Guillaume Durand, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Le référendum d'initiative citoyenne. Mais ça dit la crise de la représentativité politique qu'il va falloir régler d'urgence si on ne veut pas demain que des mouvements du type des Gilets jaunes deviennent quasiment quotidiens ou en tout cas réguliers. Pour qu'on puisse entendre Bruno Fuchs et puis après le système ne marche pas. Il fonctionne sur de la dette. En 10 ans, en gros, le modèle ne fonctionne que parce qu'on emprunte de l'argent. En 10 ans, sans faire de bilan politique, mais on a eu 1000 milliards de dettes en plus. On a presque doublé la dette. Sarkozy-Hollande. On a 1 600 000 chômeurs en plus. L'essentiel à la suite de la crise de 2007. Et un pouvoir d'achat qui a stagné. Donc assurer un modèle sur de la dette, c'est possible. Mais quand vous avez 100% de dette, à un moment, il faut agir autrement. Donc il faut rebattre les cartes. C'est une question. Ce modèle ne peut plus fonctionner. Comment ont-ils fait en Allemagne ? Ils ont réussi à résoudre leurs problèmes de dette. Les Allemands viennent en 2017, ont fait 30 milliards d'excédent budgétaire. Les Allemands gagnent de l'argent. Le budget allemand est excédentaire. Voilà. Donc comment on fait ? C'est quoi ? C'est les prestations sociales qui sont moindres en Allemagne ? Vous prenez les retraites. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il faudrait les retraites industrie, l'Allemagne déjà. En retraite, les retraites industrie pendant 30 ans. La France distribue. On a perdu le micro. Même lui, je vais prendre tenir comme ça. Oui. La France distribue plus de 14% du PIB pour les retraites. L'Allemagne, c'est 9% du PIB en retraite. L'Angleterre, c'est 6%. C'est le fameux pognon de dingue. Voilà. Donc, la conséquence, c'est que les retraités en France, il n'y a que 9% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. En Allemagne, c'est 14%. Donc, il y a des avantages, mais ça coûte de l'argent. On va vous remettre le micro, on change de côté. Après, c'est pareil, toujours comparer l'Allemagne à la France. On n'est pas du tout dans le même système. Il y a des Landes. Nous, non, mais ça, on est obligé. Donc, après, évidemment, oui, mais il y a aussi des travailleurs. Il y a aussi des personnes qui travaillent pour 3 € de l'heure. Enfin, c'est un système différent. Donc, c'est toujours pas, c'est pas évident. Ce qu'il faudrait surtout, peut-être un jour, c'est réellement essayer de faire un calcul entre le capital et le travail. Et maintenant, il commence à y avoir une grosse marge entre les deux. On parle par rapport à la croissance. Peut-être qu'il faut redistribuer des capitaux. Les capitaux, qui c'est qui les ont à l'heure actuelle ? De toute façon, c'est les banques. Les banques françaises et mondialisées qui ne prêtent pas, qui ne redistribuent pas. Ils reprennent encore là prochainement des chèques. Ça, c'est une revendication qu'on entend souvent. L'écart se creuse entre les riches et les pauvres. C'est ça. C'est ça qui fait problème. C'est les artisans et petites et moyennes entreprises qui créent des emplois aussi. Il faut s'apercevoir que c'est ça et que c'est pas des grosses multinationales étrangères qu'on va faire venir qui, la plupart du temps, ne créent pas d'emplois. Ils s'installent dans une région, ils touchent des subventions.
subventions pour créer un petit peu d'emplois. Au bout de 3 ans, ils se délocalisent dans une autre région ou à l'étranger. Ils ne créent pas d'emplois. Alors, il faut vraiment il y a investir. deux choses. Vous avez raison, 90% des emplois en France sont créés par des petites entreprises, sauf que souvent les grosses entreprises créent de l'emploi par répercussion. C'est-à-dire qu'ils vont employer, des entreprises dans leur région qui vont, créer de l'emploi. Donc c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et qui vont utiliser après sur des optimisations fiscales pour investir sur d'autres... Non, mais c'est le nerf. Il faut tout changer. C'est aussi qu'ils s'aperçoivent que Emmanuel Macron, quoi que ce soit, il faut à un moment donné que c'est quelque chose à mettre en avant en France, justement, que c'est pas normal qu'on passe par la banque publique d'investissement, que les banques... Après, la dette, elle est faite d'une chose, c'est les taux d'intérêt cumulés. C'est juste des taux d'intérêt cumulés, c'est-à-dire on demande de l'argent à un taux, et derrière, sur la redistribution, la plupart du temps, c'est les banques qui gèrent ça, et après, ils octroient d'autres taux. Mais il n'y a pas la même chose entre le capital et le travail. Vous allez créer obligatoirement de la dette. Mais la dette, elle se créera obligatoirement, et elle va continuer de perdurer, et c'est le premier budget de l'État français, et ça deviendra le double de ce que c'est encore à l'heure actuelle. L'essentiel de l'impôt sur le revenu sert en France à payer les intérêts de la dette. Pourquoi ? Parce que la dette est trop importante. Oui, mais à qui on doit cette dette ? À qui on doit cette dette ? Et comment écrire cette dette ? D'un point de vue, je reviens à la question sur la fiscalité. Pardonnez-moi. Pas de souci. La question sur la fiscalité. À mon avis, donc on a vu une campagne qui était quand même brillante, inattendue. L'homme est jeune. Et même s'il a eu un score de premier tour qui était relativement faible, au fond, il y a une satisfaction générale dans le pays pour une raison simple, c'est qu'on n'avait pas envie, globalement, de revenir revoir les autres. Bon, voilà, ça c'est le cas. Après, dans la façon dont il a défini le programme, il est évident qu'il aurait commencé par la réforme de l'État avant de passer par le système de l'ISF, ça aurait équilibré les choses, puisqu'il aurait fait ce que tout le monde attendait depuis des années, c'est-à-dire dégonfler et sur le plan du pouvoir monarchique et sur le plan du pouvoir technocratique, financier, etc., un geste qui aurait permis de faire comprendre à tout le monde qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir la fiscalité du capital la plus énorme du monde, parce qu'autrement les capitaux vont partir, parce que vous le déplorez, mais on est dans la mondialisation et vous n'allez jamais pouvoir empêcher les gens de délocaliser leurs entreprises. Ils sont déjà partis. Non, mais ils sont déjà ceux partis. qui sont encore là. Les grandes familles sont déjà en Belgique et en Suisse. C'est totalement contradictoire. Vous dites ils sont déjà partis, en même temps vous déplorez qu'on leur ait supprimé l'ISF. S'ils sont déjà partis, ils ne payent pas l'ISF. Donc c'est absurde, on ne peut pas tenir les d'où un impôt à la nationalité comme font les Américains. Mais d'accord, mais les Américains, c'est le pays le plus inégalitaire du monde. C'est-à-dire que vous prenez des choses dans un système qui vous arrange et dans d'autres systèmes qui ne vous arrangent pas. Ça a toujours existé. Non mais d'accord, mais on ne peut pas faire une sorte de Lego. Donc, premièrement, je pense que d'un point de vue symbolique, il y a peut-être eu cet erreur-là. Deuxièmement, puisque vous demandiez tout à l'heure ce qu'on sait de l'ISF, Patrick Artus, qui est un excellent économiste, qui est, disons, plutôt un économiste neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni dans la catégorie des économistes en colère, ni parmi les libéraux fous, il avance un argument sur l'ISF qui est un argument assez classique, c'est qu'il dit qu'en termes de TVA, c'est-à-dire si jamais vous continuez à mettre en France un ISF costaud, vous allez perdre en termes de dépenses une masse de TVA qui sera bien supérieure à ce que peut rapporter l'ISF, qui rapporte déjà pas énormément. Donc non seulement les capitaux partent, mais en plus vous perdez, puisque les gens ne dépensent pas, tout ce qui pouvait rapporter la TVA. Or la TVA est un des impôts qui rapporte le plus en France. Ça c'est pour le point numéro 2. Point numéro 3, puisqu'on parlait tout à l'heure de comment améliorer le système sur les plans économiques, ce qui est très inquiétant, c'est effectivement qu'on définisse ce paradis en enfer, mais surtout ce qui est très inquiétant pour moi, qui ai des enfants, c'est qu'on n'arrête pas de parler de la France comme si on était le centre du monde, comme si les autres n'existaient pas. Ah, mais c'est normal, on est français. Non, mais d'accord, mais il y a un moment où, si vous voulez, ce système-là devient un système qui devient totalement dingo. Parce qu'on ne peut pas dire on est français et avoir un iPhone à gauche, être sur Facebook toute la journée pour donner des rendez-vous, etc. On est français, mais on est dans la mondialisation. On consomme mondial. Donc si vous voulez ne pas... améliorer aussi. On peut peut-être améliorer la mondialisation. Je vais donner un exemple. Un seul exemple après. Il y a eu, avant l'arrivée de Trump au pouvoir, ce grand mouvement qui s'appelait Occupy Wall Street, qui était un mouvement justement de contestation globale du capitalisme. Bon, on a cru que ça allait se développer.
C'était un peu la même chose que Nuit debout en France, en plus massif. Le résultat, ça a été Trump. C'est-à-dire, ça a été justement exactement le contraire de ce que voulaient, au fond, ceux qui sont les équivalents américains des Gilets jaunes. C'est quoi le contraire des Gilets jaunes aujourd'hui? Comment? C'est quoi le contraire des Gilets jaunes? Mais si vous voulez, à un moment, il y aura une réaction lors de la prochaine présidentielle qui sera une réaction politique. C'est-à-dire qu'il y aura un solde de tout compte après les européennes, après les RIC, les améliorations, etc. Et c'est à ce moment-là que les gens verront si Emmanuel Macron a été capable de maintenir l'ordre classique et l'ordre économique dans le pays, ou si finalement tous ces gens hétérogènes choisissent une autre solution. Ce que vous dites est vrai, c'est que lors des grands mouvements sociaux en France, on a souvent assisté à une sorte de contrebalancier. Qui se souvient que le 30 mai 1968, 400 000 Français ont monté l'avenue des Champs-Élysées en soutien au général de Gaulle. Ça, c'est quand même quelque chose que on oublie. C'était le 30 mai 1968, si je me souviens bien. Franck Alesio. Juste, vous posez la bonne question quand vous dites la mondialisation. Oui, en effet, on se pose la question pourquoi notre système c'est une réalité. On est d'accord. On est d'accord. On peut pas la contester comme réalité. On est totalement d'accord. On se pose la question de pourquoi notre système ne marche plus. Peut-être parce qu'on mène la même politique depuis 30 ans et donc elle échoue et on continue à échouer. Alors concrètement, sur la mondialisation, évidemment que c'est un véritable défi la mondialisation, mais il y a mille et une manières d'entrer dans la mondialisation et de réussir dans la mondialisation. Tous les autres pays, les grands pays du monde, les États-Unis, la Suisse, le Canada, la Chine, je ne parle pas de pays, ils réussissent dans la mondialisation parce qu'ils protègent leurs emplois et leurs entreprises. Parce que lorsqu'il y a une concurrence déloyale, eh bien, ils font en sorte de protéger leur entreprise. Par exemple, ils demandent à ce que les produits qui entrent sur leur territoire, qui sont achetés, respectent les normes que respectent les produits de leur territoire. Vous dites qu'il faut être plus protectionniste, c'est ce que vous dites. C'est le minimum, un protectionnisme intelligent, écologique. Par exemple, quand un produit entre en France, il faut qu'il non, Marine Le Pen a toujours parlé de protectionnisme intelligent, oui, mais écologique, je l'avais pas entendu celle-là. Écologique, relisez le programme. Je vais relire. Il faut un produit qui entre en France respecte les normes que respectent les entreprises françaises en termes sociaux, en termes sanitaires, les normes en européennes, termes d'environnement, les normes européennes. Enfin, l'Europe ne se protège pas, c'est ça le problème. C'est que l'Europe, c'est l'idiot du donc il faut une Europe global. plus forte, c'est ce que vous dites. Donc non, il faut une Europe, à condition qu'elle fasse du protectionnisme, à condition qu'elle protège les Européens. Pour mieux protéger, il faut être plus fort. Aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est faite, elle expose les peuples européens. Il faut c'est l'Europe des nations qu'on veut faire, qui protège les Européens. Anne Rosencher. Après, attendez, il y a un deuxième sujet. Finissez, on va écouter Anne Rosencher juste après. Voilà, non, mais allez-y. Bien sûr. Le deuxième, alors ça, évidemment, tout le monde va considérer que c'est le débat interdit. Mais oui, un pays qui est en crise, qui a un chômage comme le nôtre, qui a un problème d'économie comme le nôtre, bien peut-être qu'il ne peut pas intégrer et assimiler une immigration massive comme on l'accueille. Donc à partir de là, il faut faire un moratoire. C'est clair, c'est net et c'est précis. Je ne pense pas que le mouvement des Gilets jaunes soit une réaction à l'immigration en France. Si le référendum d'initiative populaire qui est réclamé et qui est pour le coup dans le programme de la famille politique depuis 1986, si le référendum d'initiative populaire permet de poser les débats interdits sur la place publique, alors ce sera un énorme progrès. C'est pour ça que nous sommes pour. Le mot de la fin ce soir, c'est Anne Rosencher qui l'aura. Oui, alors déjà pour dire en effet qu'il n'y a pas de bouton on-off à la mondialisation. Donc bien entendu que nos sociétés feront avec et vont même essayer de trouver, de développer, et c'est l'intérêt de tous les dirigeants au pouvoir d'ailleurs, de développer des modèles qui puissent permettre à cette mondialisation de ne pas créer trop d'inégalités parce que sinon ils seront renversés. Donc c'est le défi d'Emmanuel Macron ici, sinon il sera menacé de ne pas passer le prochain tour. Juste pour en finir, parce que Guillaume Durand avait raison de dire qu'on ne pourra pas augmenter la dette comme ça, mais le mouvement des Gilets jaunes n'était pas qu'un mouvement demandant de la dépense étatique tout le temps. D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'il ait focalisé sur les ronds-points, qui sont quand même un exemple incroyable d'argent public mal dépensé et des économies d'argent public. Il y en a à en faire pour que la redistribution soit efficace et juste. Merci à tous les 5 d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci pour vos explications, vos avis et votre décryptage.